vont nous joindre. Bien. Et bienvenue à cette table ronde. Libérer les potentiels d'ouvrir la voie à la réforme et à la coopération dans l'enseignement supérieur français. C'est une table ronde du Times Higher Education conjointement avec Salesforce. Je m'appelle Elena Pompei, je suis journaliste au Times Higher Education. Et la table ronde d'aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça nous pose la question si la prestation numérique et hybride devient la norme. Est-ce que les universités doivent changer leur pédagogie, l'infrastructure et la culture? Et ça, c'est une grosse question, bien évidemment, pour les universités françaises, que on peut dire ont parfois des systèmes encore compliqués et bureaucratiques, disons. Donc, la question se pose bien évidemment aussi auprès de l'enseignement supérieur français. Je vous rappelle, juste avant de commencer, que cette table ronde, il y a un enregistrement qui est disponible si vous le demandiez, et qui a aussi une petite synthèse qu'on va publier sur le web site de Times of Education, juste après ça. Et donc, avant de commencer, je remercie Maëlle Lavenant qui va nous faire partie de l'expertise de Salesforce par rapport, évidemment, à l'enseignement hybride et l'expertise aussi dans les autres pays, et qui va donc faire une petite présentation. Maëlle est responsable marketing pour Salesforce. Du coup, Maëlle, merci à toi de jouer. Merci Elena, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents aujourd'hui et de vous joindre à notre conversation pour revoir ensemble les enjeux et opportunités de la transformation numérique. J'ai préparé une courte présentation pour avoir des points de discussion plus tard, et vous devriez la voir dans pas très longtemps si j'ai fait les choses correctement. Est-ce que vous pouvez voir un petit personnage très très brandé Salesforce? Très bien. Donc merci Elena, merci Times Higher Education pour ce partenariat. Je suis Maëlle Lavenant, responsable marketing chez Salesforce, et une bonne partie de mon travail consiste à évaluer les tendances dans l'enseignement supérieur, dans le monde de l'éducation en général, et à encourager les discussions, mais aussi avec nos clients, mais aussi avec les professionnels de l'enseignement supérieur et du reste de la communauté. Donc aujourd'hui, on tenait à partager des faits marquants de notre récent livre blanc réalisé en partenariat avec IDC, où nous avons étudié comment les universités tiraient profit de la transformation numérique pour innover au travers leurs différents corps de métier, avec un point d'emphase sur l'expérience étudiante, bien sûr, mais aussi comment elles tiraient profit de la transformation numérique pour faire évoluer leur modèle économique. Il s'inscrit dans la continuité d'un premier livre blanc qui s'appelle Le futur de l'enseignement supérieur, réalisé aussi en partenariat avec IDC. Mais celui-ci passe en revue plus particulièrement comment les universités britanniques approchent leur transformation numérique, et on pensait pouvait être un bon point de discussion ou de comparaison pour voir pour évaluer quelle était la situation en France et quelles étaient les opportunités. Donc, je vous remercie par avance pour votre intérêt et vos partages à venir. Vous avez les liens des différentes ressources que je vais mentionner dans les prochaines slides disponibles dans le chat. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des commentaires au fil des slides. Alors, je voulais commencer... je voulais d'abord ouvrir le sujet en comparant comment les universités approchent leur investissement et leurs efforts en matière de transformation numérique, ou ont approché leurs efforts de transformation numérique au début de la pandémie et plus vers la fin de la pandémie. Et c'était très intéressant de voir pour nous que, certes, vous avez dû le ressentir sur le terrain, que la pandémie avait accéléré ces investissements, mais avait aussi changé les perceptions. En août 2020, les initiatives étaient principalement court terme et correspondaient forcément à un passage en mode de gestion de crise et un mode très réactif par rapport à la situation. Mais de manière générale, les investissements digitaux ou technologiques étaient compliqués à programmer sur plusieurs années, parce que manque de vision, manque de leadership ou
d'advocacy ou d'ambassadeurs en interne. Mais en décembre 2021, ces investissements ont changé. On voit que maintenant les universités planifient sur le long terme avec pour objectif de transformer la manière dont ils délivrent leurs services. Et même quand on s'attarde sur les 2 autres catégories, on peut voir qu'il y a ce véritable souhait de décloisonner les métiers, de rationaliser les investissements et d'harmoniser les opérations en général. Il y a beaucoup plus d'efforts vers d'efforts d'investissement vers les technologies intégrées et les technologies transformatives. Peut-être que plus tard on pourra en discuter et voir si c'est le même, vous avez le même sentiment, si on est plus en mode planification maintenant avec une vue long terme dans vos établissements également. Oh, pardon, je vois que l'animation n'était pas arrivée. Donc voilà, ce que j'essayais d'illustrer, c'est ce changement où par exemple on voit que en 2020 seulement 19% des universités se déclaraient approcher la transformation de manière la transformation numérique de manière long terme et en 2021, quelques mois après la pandémie, tous ces efforts et cette planification est faite de manière long terme à hauteur de 42% chez les universités. Donc, en discutant avec nos clients, on a pu identifier les défis clés auxquels vous devez sans doute faire face également aujourd'hui pour continuer à délivrer des expériences riches et stimulantes pour vos étudiants. On a vu que les universités réévaluaient leur investissement en vue d'optimiser la réussite des apprenants et de leur établissement sur le long terme. Et ces investissements ont vraiment pour objectif dans un premier lieu, d'offrir une expérience étudiante connectée, avec une priorisation, avec pour facteur de succès ou pour objectif des expériences fluides et engageantes. Encore l'année dernière, plus d'un quart des étudiants déclaraient devoir se connecter à plusieurs plateformes pour accéder aux informations et aux services dont ils avaient besoin tous les jours. Et l'enjeu était vraiment de rationaliser, personnaliser les services afin que les étudiants puissent tirer un maximum de leur expérience universitaire, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Avec encore un point d'emphase sur donc la personnalisation, la flexibilité, mais aussi le soutien holistique des étudiants. Le bien-être du campus a vraiment été mis à l'épreuve avec la pandémie et le fait que les étudiants étaient socialement éloignés et de même pour les membres du personnel qui travaillaient à la maison ou travaillaient de manière asynchrone, 70% d'entre eux, plus de 70% au travers des étudiants et du membre du personnel, a partagé que maintenir leur bien-être était le défi majeur et que ce n'est pas seulement dû par rapport à la pandémie, mais simplement concilier travail, études, vie professionnelle, vie privée, préoccupations financières, tous les facteurs de stress avaient été un peu décuplés. Le deuxième défi était de soutenir la croissance et la continuité des services et réfléchir à comment transformer son modèle économique pour le futur et pour l'avenir, et également assurer l'accès aux données et leur sécurisation. L'enjeu était dans cette catégorie, dans ce défi, était aussi d'industrialiser les services et tirer profit de l'automatisation, de l'intelligence artificielle pour valoriser le travail des collaborateurs et des équipes en soutien de l'expérience académique, et de repenser les cohortes internationales, de repenser les programmes pour les étudiants internationaux en vue d'optimiser potentiellement les revenus futurs. Le troisième défi était d'investir dans l'exploitation des données, que ce soit au niveau technologique ou au niveau humain. Les employés de l'enseignement supérieur avaient déclaré être à hauteur de 31%, avoir des difficultés à accéder aux données dont ils avaient besoin pour faire leur travail efficacement. Et ça, c'est vraiment un point fort, comment favoriser une culture enrichie des données, comment être plus data-driven dans ses décisions.
fait partie des investissements majeurs des universités. Et le dernier consistait à développer ce lieu de travail plus collaboratif et plus efficient en favorisant les échanges interéquipes, c'est-à-dire entre les équipes de recrutement, les équipes académiques, les équipes de relations alumni par exemple, et favoriser l'utilisation de plateformes plus ouvertes, plus évolutives, plus innovantes, plus modulables et plus plug and play qui pourraient répondre qui pourrait aider à réconcilier l'écosystème technologique dans les universités qui aujourd'hui est assez complexe et encore très organisé en silo. Alors, afin d'assurer la réussite des apprenants et des équipes, aujourd'hui et demain, les universités ont partagé que ça impliquait être capable d'évoluer les programmes, les services, le modèle économique au fur et à mesure que les besoins des étudiants, du corps enseignant et du personnel évoluent et changent au fil du temps. Et dans les observations précédentes et en collaboration avec nos universités, on a mis au point un playbook pour aider les établissements dans leur transformation numérique. Et les 4 piliers que vous voyez listés ici sur la slide sont vraiment le miroir des défis précédents, donc c'est presque une répétition, mais ils ont aussi pour but d'aider les établissements à renforcer leur résilience dans leurs services, pivoter rapidement vers des expériences plus personnalisées pour les étudiants et guider les investissements en matière de transformation numérique, par exemple, prioriser les investissements technologiques et humains qui vont développer l'agilité des services qui sont nécessaires aujourd'hui pour innover et répondre aux aléas, mais aussi aux attentes de la communauté. Prioriser les investissements qui vont aider les équipes et les dirigeants à prendre des décisions fondées sur les données. C'est essentiel de passer de s'éloigner de ce mode de feuille de calcul ou de rapport manuel et d'avoir plus d'automatisation et plus de visibilité sur les données pour beaucoup de collaborateurs au sein de l'université, pas seulement les dirigeants. Des investissements qui vont prioriser les investissements qui vont aussi faciliter le soutien holistique des étudiants en tenant compte de plusieurs facteurs et pas seulement le facteur académique, mais le facteur financier, le facteur émotionnel, le facteur physique, le facteur de la diversité parfois, et permettre au personnel de donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes et de valoriser chaque point d'interaction direct avec les étudiants, que ce soit et de créer des relations durables tout au cours du parcours de l'étudiant. Et enfin, prioriser les investissements en vue de favoriser la collaboration en temps réel et répondre à cet impératif d'apprendre et de travailler depuis n'importe où. Et donner la flexibilité aux membres du personnel et aux étudiants de travailler de manière asynchrone tout en restant accessible. Donc dans ce playbook, et je ne vais pas détailler là parce que je l'ai mis en lien dans le chat, mais vous pourrez lire des exemples d'applications de plusieurs universités avec lesquelles nous travaillons. Et j'espère que ce sera informatif et que ces cas d'usage pourront être une source d'inspiration potentielle. Mais sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vais passer le micro à Elena pour animer la discussion à venir. Merci encore. Merci beaucoup, Maëlle, pour ces points de conversation très intéressants et très inspirants. Bon, on commence. Et notre discussion, merci Monsieur Baillet et Madame Bouclier pour être là avec nous. Et du coup, ma première question, surtout après avoir cette présentation et avoir vu l'incroyable soutien que les nouveaux systèmes peuvent apporter en termes de bien-être des étudiants, mais aussi des systèmes universitaires. Est-ce qu'il existe encore des défis dans vos travail, des défis informatiques qui existent malgré cette adoption de l'apprentissage numérique et hybride? Monsieur Mbaye, est-ce que vous avez une intervention pour vous?
On ne vous entend pas, malheureusement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, voilà, c'est parfait. Bonjour, Merci. bonjour à tous. J'ai suivi avec intérêt la présentation qui vient d'être faite. Peut-être avant de commencer à me présenter, je suis directeur des programmes à SCBS, Charles Champagne Business School. C'est la business school d'un groupe à trois, d'un groupe de formation qui propose des formations du bac-5 au bac+6. Et donc, nous sommes la business school anciennement ESC3. Dans ce que j'ai entendu d'abord par rapport à la présentation très intéressante pour voir en fait dans les 4 pavés qui ont été présentés, quasiment on brasse à la fois des dimensions qui sont d'ordre pédagogique, des dimensions qui sont d'ordre organisationnel structurel en termes d'urbanisation, etc. Mais aussi, il y a une dimension peut-être qui n'est pas dite expressément, mais qu'on ressent, qui est sur la gouvernance. À un moment donné, dans la présentation, même j'ai entendu parler de vision et de leadership. La première question, en fait, ce qui me suscite, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une maturité des établissements de l'enseignement supérieur qui va croissant. C'est-à-dire que si au départ, nous avions des primos qui étaient convertis, qui se battaient pour des gadgets, qui étaient sur une vision très soit enchantée, soit de répulsion. Aujourd'hui, Covid ou pas Covid, aujourd'hui, la marche, elle est engagée, elle est de belle façon. Nous, dans le secteur qui est le nôtre, qui est le champ des écoles de management, donc un peu différent du champ des établissements universitaires à proprement parler, parce que nous avons une autre gouvernance, d'autres pratiques. Aujourd'hui, notre observatoire animé par la FNESH, la Fédération nationale qui fait la promotion des enseignements en gestion, a en fait établi qu'aujourd'hui, la majeure partie des établissements se sont non seulement convertis au digital, ce n'était pas gagné, mais qu'en fait, aujourd'hui, ils sont dans une phase de maturité qui est très affirmée. À 63%, plus de 63%, ils sont dans une phase que je pourrais appeler effectuation, c'est qu'ils sont en train de faire. Les établissements sont en train non plus de découvrir, de chercher, mais sont en train de mettre en œuvre et de commencer à tirer parti. Donc ça, c'était peut-être le premier point. Si on veut parler en termes de défis, de freins, les défis sont encore là. À la limite, je peux dire que c'est une fois qu'on aura fini d'urbaniser que d'autres défis s'affichent. En termes de montée en compétence des collaborateurs, en termes de gouvernance des systèmes qui sont mis en place, en termes de nouveaux modèles de business, je suis très intéressé et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ces nouveaux business models qui sont en cours et aussi sur des innovations qui peuvent être mises en place. Je pense à l'international. Nous avons parlé de recrutement, mais nous avons aussi des partenariats qui doivent vivre. Et l'idée du Slack avec 200 000 participants a beaucoup attiré mon attention parce que l'idée de faire travailler des groupes de part et d'autre du continent européen ou du monde sur un même sujet avec ce que nous appelons ici un code share, etc., est très intéressant. Et le dernier point sur l'expérience étudiante, la question qui est un peu tabou quand on est dans l'enseignement supérieur français, qui est l'expérience du client. Souvent, le CRM qui a accompagné le prospect et l'intégré quasiment arrête de fonctionner pour l'étudiant. Et donc, c'est remplacé par les LMS, etc. Ça veut dire qu'en fait, aussi, on a des pitfalls, des sortes de trous comme ça, où en fait, il n'y a pas de continuité dans le service. On les reprend quand ils sont diplômés, ils sont alumni. Donc, voilà, j'aimerais qu'on discute. Voilà, on a aujourd'hui encore des trous dans la raquette parce qu'on n'a pas j'ai lu fluidité tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a en fait des dispositifs, des briques qui, en fait, aujourd'hui, restent des briques et ne constituent toujours pas un mur, c'est-à-dire une continuité qui permet d'assurer la meilleure expérience et aussi la meilleure performance pour l'organisation dans son ensemble, de point de vue holistique. Voilà, c'était un peu en réaction pour dire tout l'intérêt qui fait que voilà, je participe à cette table ronde en disant oui, les défis sont encore devant nous et ils ne sont pas minces. Je pourrais avoir l'occasion de revenir dessus éventuellement.
Merci beaucoup, monsieur, et merci à ceux qui viennent de nous joindre. Du coup, je pose la question aux autres participants aussi, avant de partir sur des autres questions, mais est-ce que vous voyez des défis, Madame Bouclier ou Hofmeister, est-ce que vous voyez des défis dans vos travails, même en prenant en considération le changement en termes d'apprentissage, d'adoption numérique et hybride? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous m'entendez là? Oui, madame. Oui, voilà. Bonjour. Ouais, bonjour. Donc moi, je suis dans l'univers de l'apprentissage, dans un CFA. Et à mon avis, un des défis majeurs, c'est toujours comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'attention et l'intérêt des jeunes sur leur formation. Ils sont super à l'aise avec le numérique, hein, ils ont leur téléphone au bout de leur main, c'est leur prolongement de leur main, mais c'est pas pour autant que ils ont associé le digital avec l'apprentissage. Donc voilà, pour nous c'est une vraie question, en plus du point que sur les métiers plus manuels, l'enseignement digital, c'est compliqué, hein. Mais bon, toutes les matières enseignement général, ça marche, ça pourrait marcher. Merci, madame. Vous touchez à un point très intéressant, je trouve, et c'est par rapport à comment ces nouveaux systèmes et les mises en œuvre axées sur les utilisateurs peuvent effectivement créer un vrai engagement pour les étudiants, mais aussi pour le personnel. Vous avez dit, effectivement, c'est pas que pourquoi ils sont intéressés, ils font la connexion avec l'éducation. Monsieur Mbaye, vous avez un point. Oui, c'est très intéressant. Je ne voulais pas embrayer sur les considérations pédagogiques, mais en fait, Madame Bouquier vient en fait sans doute de soulever un des points sur lesquels nous passons souvent très rapidement, alors qu'en fait, nous ne questionnons pas la pédagogie. Aujourd'hui, les systèmes sont très sophistiqués. On peut faire énormément de choses et effectivement, c'est infini. Les solutions sont infinies. Par contre, si on ne sait pas enseigner, au départ, enseigner avec les outils. Donc, notre technopédagogie, si on n'a pas une technopédagogie, nous utiliserons ces carrosses, ces outils qu'à 10%, 20% de leur capacité. Aujourd'hui, nos LMS, on parlait tout à l'heure d'engagement, j'ai entendu ce mot. Nous avons, et je parlais de CRM, si le LMS permet la distribution du travail, l'évaluation, etc., le CRM est une instance qui permet de venir renforcer le suivi, l'engagement, le renforcement positif, en fait, des termes que nous utilisons souvent en pédagogie, hein, en disant, voilà, si tu as bien fait, il faut que tu continues dans cet effort, etc., qui ne sont pas du registre forcément pédagogique ou académique, qui serait plutôt du registre de, nous avons une obligation de résultat dans les écoles de commerce. Nos étudiants, on doit les amener à la réussite. Donc, ça veut dire que nous devons être dans un accompagnement suivi et qui fait que nous avons des outils qui nous permettent de faire parler, et vous avez parlé tout à l'heure aussi de cloisonnement, de décloisonner les données, de parler des services, le service pédagogique qui parle avec un service au départ qui était commercial, qui devient un service d'accompagnement du projet professionnel et personnel, donc au service carrière, etc., qui dit, tu en es où, tu t'absentes beaucoup, qu'est-ce qui se passe, tes notes ont baissé, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça, on peut, en faisant juste communiquer CRM et LMS, on a des possibilités. Ça, c'est du point de vue juste du suivi. Du point de vue de l'engagement, nous avons des outils, du mobile learning, des micro-tests, des quiz qu'on peut avoir sur téléphone, où les gens utilisent, je ne veux pas utiliser de marque, mais on utilise des sondages en ligne, des sondages spontanés, on peut faire des challenges, voilà, toutes choses qui font que finalement, lorsque nous avons un scénario d'apprentissage, en utilisant ces outils, en fait, l'étudiant est amené, n'est pas laissé seul. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dans une situation passive, on l'amène à construire un petit peu son savoir. Le défi, donc, c'est que nos enseignants, et c'est ce que nous cherchons, nous, en tout cas, à faire dans notre établissement, c'est que nos enseignants
apprennent à enseigner avec le numérique. Et donc, quand on parle d'hybridation, il est question de mélanger, de faire se parler à la fois le présentiel, le cours en pratique, mais des séquences vidéo, des séquences où on ferme tout, on demande d'aller faire et de venir rendre compte, de faire une soutenance à l'oral, d'enregistrer une vidéo, etc. Les appareils qu'ils ont, on leur demande de les utiliser, mais de les utiliser dans le cours. Parce que les appareils qu'ils ont en téléphone et ça, ils les ont pour leur propre usage. Il faut que nous apprenions à les mettre sur cours. Aujourd'hui, les providers, que ce soit en ressources, en contenu ou en services pédagogiques à proprement parler, sont suffisamment sophistiqués pour pouvoir répondre à n'importe laquelle de nos demandes pour peu qu'on leur explique un cahier des charges assez clair. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de partager Monsieur Mbaye. Au tout début de votre partage, vous disiez que la pandémie avait vraiment été un terrain de jeu pour la transformation numérique et avait permis de tirer des enseignements de comment révolutionner, transformer la pédagogie. Et je pense que ça a été le cas dans toutes les universités, en tout cas celles avec lesquelles je suis en discussion et avec lesquelles je collabore. Toutes partagent que non seulement ça a été la pandémie a permis de se rendre compte que les universités, malgré ou les écoles de commerce, malgré avoir cette identité un peu plus figée ou plus être connues pour avoir plus de mal pour sauter sur l'innovation, en fait, avaient embrassé le changement et avaient de toute façon avaient fait face et s'étaient très très bien débrouillées quand il s'agissait de passer en mode en ligne, mais s'étaient aussi rendu compte que le digital, c'était pas la réponse à tout et qu'il y avait les canaux digitaux devaient être exploités pour avaient des bienfaits ou des bénéfices pour certains corps de métier, pour certains axes de la pédagogie, mais pas tous. Et aussi certains profils d'étudiants, que ce soit les étudiants internationaux, peut-être que justement permettre d'augmenter le reach, la capacité à toucher un public plus large, mais ça avait surtout mis au défi de trouver cette balance et pas seulement de répliquer ce qui existait en présentiel, en distanciel. Et donc redéfinir, repenser les services, repenser la chaîne de valeur pour l'étudiant, repenser l'engagement, que ce soit au niveau académique, comme monsieur Mbaye précisait, ou que ce soit au niveau en externe, comment on fait pour créer ce sentiment d'appartenance et faire en sorte que on reste le partenaire numéro 1 pour nos étudiants. Donc ça, c'était très intéressant et je remercie monsieur Mbaye d'avoir mis en avant ces points. Merci beaucoup, Maëlle. Et une question que je me pose par rapport à ça, c'est quelles sont les possibilités vraies des espaces de travail collaboratifs dans les universités, mais aussi en ligne, et pourquoi les deux sont importants? La réponse est libre, on saute. Oui, bien sûr. Alors, quand on aborde la transformation digitale des établissements, au départ, on est rentré par le biais des machines, par les bits et par la bande passante. Il faut augmenter la bande passante, il faut la caméra qui tourne qui fait 360 degrés, etc. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est est-ce que nos locaux sont adaptés? Parce qu'aujourd'hui, tout ne se passe pas dans la salle de classe. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du professeur qui libère une partie de sa classe pour aller faire des recherches, etc. Dans quel cadre sont-ils? Si vous visitez la plupart des écoles de la CGE, en tout cas pour ceux que je connais, vous avez des bubbles, en fait des espaces qui sont totalement repensés, reconfigurés, et pour qu'en fait le travail collaboratif en fait se déroule, parce qu'en fait, et c'est ça peut-être une des grands avantages qu'on a acquis, c'est que le travail individuel en fait perd du terrain au profit du travail collaboratif, puisqu'aujourd'hui en fait tout appelle à une sorte de constructivisme social comme ça, où les gens se partagent, se soutiennent, etc., etc. Donc réaménagement des espaces, réaménagement dans la salle de classe,
nous avons vu apparaître des caméras spectres, nous avons vu apparaître des écrans de télé supplémentaires alors que le prof il est présent. Donc, ce qui peut aussi parfois perturber. Nous avons vu des caméras plus ou moins évoluer avec des systèmes d'interaction où des gens qui sont à l'extérieur interviennent dans la classe et les étudiants ont au début passé un moment de surprise. En fait, on a appris à les gérer. Ça a changé les attitudes. Parce que, en fait, ce n'est pas seulement l'espace conditionne aussi les attitudes, mais quand je dis espace, c'est à la fois les murs, mais l'équipement qu'il y a à l'intérieur. Le mobilier a évolué. Les salles de classe avec des cours, des chaises figées, etc., commencent à laisser de la place progressivement à des espaces qui sont mobiles, qu'on peut adapter selon les usages. Et les profs aussi peut-être ont accepté de mieux en mieux des attitudes qu'ils auraient traité de déplacer, dissiper, etc. Parce que les étudiants peuvent parler, communiquer, échanger, changer de place, bouger parce qu'ils sont dans des groupes et que les groupes échangent, interagissent, etc. Donc oui, il y a une politique de l'espace et je ne considérais que la salle de classe, mais je considère aussi des espaces de mise en commun, des espaces de repos aussi, où en fait on se détache un petit peu des choses, des espaces de rencontre avec le personnel, le coworking. Aujourd'hui, on a des espaces de coworking parce que les entreprises, on les accueille aussi en interne. Nos étudiants travaillent sur des projets qui impliquent des entreprises. On a des espaces aujourd'hui virtuels de travail, mais aussi on a des espaces physiques où en fait on les accueille dans les conditions qu'exige le travail avec une entreprise, espace privé, etc., isolé, qui permettent de l'interaction. Donc aujourd'hui, effectivement, dans les ensembles, pour ce qui m'a été donné de constater, d'observer, il y a une transformation des espaces qui va dans un très bon sens parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est en train de métaboliser totalement ce qui est au départ quelque chose qui était extérieur, c'est-à-dire des machines qu'on achète, que l'on pose et puis auxquelles il faut s'adapter. Là, aujourd'hui, ça rentre un tout petit peu dans le décor. Ce ne sont plus des espaces réservés. Toutes les écoles sont quasiment embarquées dans ce processus. Et je pense que ça veut dire que, oui, quand je parlais tout à l'heure de maturation, c'est peut-être un des premiers éléments à saluer. C'est que des réticents, des sceptiques, des dubitatifs, etc., je pense que c'est aujourd'hui à la marche. Et qu'aujourd'hui, le trend, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un must-have, c'est dans l'ADN des écoles. En tout cas, pour ce qui concerne les écoles de business school, de manière générale. Merci, monsieur. Et ma dernière question, c'est aussi, pour Maëlle aussi, vu ta présentation et parce que tu as touché ce point-là juste il y a 5 minutes, et c'est par rapport à comment les nouveaux systèmes et l'hybridation aussi de l'enseignement supérieur peut faire que la France attire plus d'étudiants internationaux et que ça permet aussi une collaboration plus simple peut-être avec les autres universités dans les autres pays européens et internationaux. Oui, je peux les nouveaux systèmes pour attirer les étudiants internationaux. Je pense que c'est peut-être une question presque spécifique, mais les nouveaux systèmes en général et l'ouverture qu'ils permettent sur ces nouveaux publics est définitivement à prendre en compte parce que, pour reprendre le point de monsieur Mbaye, les espaces sont devenus hybrides. C'est des espaces physiques et des espaces digitaux et qu'on le veuille ou non, l'importance de la donnée est clé pour les rendre riches, pour les rendre engageants, pour les rendre stimulants, pour les rendre valables sur le long terme aussi pour les étudiants parce que l'étudiant le parcours étudiant a aussi beaucoup évolué et que ce soit les étudiants internationaux ou que ce soit les étudiants locaux, ils vont rechercher ils vont peut-être avoir plus une expérience plus consumériste de l'enseignement supérieur. Je sais que et oui, pour le point, monsieur Mbaye en parlait plus précédemment, on n'aime pas de parler d'expérience client, mais c'est parce que l'université en essence ou l'enseignement supérieur et les écoles de management ou les écoles de commerce, d'ingénierie, de sciences politiques, etc.,
ont la mission noble de former les individus, de faire avancer la société aussi, mais inconsciemment, le monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus digital, de plus en plus compétitif, de plus en plus incertain aussi, fait que les étudiants vont rechercher à avoir peut-être des programmes plus à la carte, plus personnalisables. Et de ce fait, c'est essentiel d'avoir une trace et d'avoir un système, d'avoir une plateforme qui permet d'intégrer, de synthétiser cette information, parce qu'on ne peut pas, de manière industrielle, garder les yeux et dire qu'on offre un service personnalisé à plus de 10 000 étudiants, à plus de 5 000 étudiants, si on travaille en mode papier. Donc je pense que les plateformes digitales ont l'enjeu d'enrichir tout ce qui est les informations et de recueillir les informations clés sur les comportements, les attitudes étudiantes quand il s'agit de l'apprentissage. Et on parlait un peu plus tôt de CRM, et c'est un sujet où je vais peut-être vous laisser commenter, Monsieur Mbaye, avant de passer sur le CRM, parce que je pense que l'engagement et la traçabilité, la continuité et l'empreinte numérique des étudiants a plus à apprendre que simplement que simplement une grille d'analyse à un instant T. Ça peut être vraiment projeté, ça peut être analysé plus sur le long terme. Alors, en fait, il y a une question qui est d'abord sur la table, c'est est-ce que c'est une opportunité, etc. Sans doute, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les plateformes, nous avons affaire à un public qui est mieux informé, parce que l'information est disponible et qu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre pour, en fait, ne serait-ce que faire émerger sa marque, faire émerger son image, faire émerger son projet. Et la démarche stratégique du prospect, elle est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une offre qui n'est pas pléthorique, mais qui est très riche, très diversifiée, très dense. Et en fait, ils sont en possibilité de choisir. Donc, en même temps qu'on a une opportunité de toucher quasiment le monde entier aussi dispose de ressources pour sérier, pour classer, pour exclure et pour choisir. Donc ça, c'était un premier point. Donc, une énorme opportunité, mais qui demande que la démarche traditionnelle du guichet où on attend que les gens viennent peut-être poser problème du point de vue commercial. La deuxième chose, les établissements disposent d'énormément de données, d'informations sur leurs prospects à travers les plateformes du Google, des campagnes, etc., qui font qu'aujourd'hui, avec une intelligence pour intégrer ces éléments-là, pour en faire des objets de décision, pour orienter leur campagne, etc., il y a des pertes de chance, comme on dit dans l'éducation, hein, on loupe des marchés parce qu'en fait, on n'a pas su analyser, on n'a pas su capter, alors que parfois l'information, elle n'est pas évidente, platane, mais on l'a, voilà, avec quelques regroupements, là. Ce qui commande maintenant, c'était le point que je voulais dire, aux organisations, une montée en compétences et l'arrivée de nouveaux métiers. Ce qu'il faut peut-être constater et qu'on ne dit pas assez, c'est que dans la plupart des écoles, on a vu apparaître des administrateurs du système d'apprentissage, des systèmes LMS. Comment dire, ces systèmes aujourd'hui, ces personnes aujourd'hui exercent des métiers, des compétences qu'on ne connaissait pas. Nous avons même des écoles qui ont des studios d'enregistrement. Donc, alors qu'en fait, au départ, ce n'était pas le cœur des métiers. Donc, on pensait raisonnement que ce n'était pas la peine. Sauf qu'aujourd'hui, quand on va enregistrer le clip ou la virgule qui permet de faire l'introduction du chapitre, de l'aspect, etc., on a en interne des gens qui sont en mesure de faire des choses très vite, très rapidement et très, très proprement. Donc, montée en compétences, évolution de la cartographie des compétences en interne, de nouveaux métiers qui arrivent, ce qui me fait dire, en fait, oui, il y a un potentiel aujourd'hui avec ce dont nous disposons en solutions techniques et sans commune mesure, mais en l'absence d'une vision
Et cette vision s'accompagne d'une connaissance profonde des fonctionnalités, de certaines fonctionnalités. Dans son marché, cela va de soi, mais des fonctionnalités de certaines de nos solutions. Sans une connaissance approfondie, les établissements auront toujours quasiment quand même un palier de retard par rapport à ce que la technologie aujourd'hui nous offre. Voilà, je voudrais m'arrêter là, dire justement, opportunité sans doute, passer du simple constat à de l'intelligence pour associer des informations et pouvoir en faire des outils de décision et des éléments stratégiques. Et le troisième élément, c'est la montée de compétences dans l'organisation, l'accueil de nouveaux métiers, mais aussi des directeurs de programme comme moi qui, en fait, s'appuient sur des données faibles, sur des données éparses, etc., agrégées, qui, en fait, nous permettent de lire la pertinence de notre offre, la pertinence de notre démarche pédagogique peut-être, et même la performance en termes d'insertion de nos étudiants dans quel établissement sont. Donc, sur toute la chaîne, nous avons énormément d'opportunités, de possibilités, pour autant que nous sachions en fait adopter un petit peu une vision un peu stratégique par rapport à ces données. Merci bien pour vos suggestions. Et Madame Bouclier, vous avez vos mains levées. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? En fait, non, je ne sais pas pourquoi elle s'est levée. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, ça peut Baissez la arriver. main, voilà. Merci. Si je peux me permettre, je pense que le point de la vision est tellement essentiel et ça va au-delà de la technologie parce que on voit beaucoup de projets technologiques ou de transformation numérique qui échouent parce qu'il y a justement ce manque de vision, ce manque de leadership en interne, ce manque de champions, d'ambassadeurs, de meneurs de changement. Et c'est essentiel d'avoir ce travail collaboratif, cette pause, ce moment de pause où on va revoir toute la chaîne de valeur, identifier les potentiels, les gaps potentiels, pardon, je trouve plus le mot, mais identifier les fossés à combler et en vue de toute cette liste de fossés qui peut être monstrueuse, prioriser par rapport aux valeurs que l'université ou que l'école a, prioriser parce que ça va être aussi des éléments différenciants pour l'établissement. Et c'est souvent comme ça que sur le long terme, et quelle que soit la technologie ou l'initiative de transformation numérique prise, on voit des bénéfices rapides. Si je voulais juste ajouter un point, nous parlons de digital, nous parlons d'école. Il y a quelque chose qui nous concerne beaucoup, les écoles, parce que la demande sociale est forte en disant, voilà, ce que nous faisons avec nos étudiants, les écoles sont des écoles privées. Voilà, il y a des questions. Et donc, il nous faudrait utiliser nos ressources aussi pour une métrique dans notre cœur de métier. C'est qu'aujourd'hui, en fait, et ça, c'est le principal défi, en fait, que nous devons adresser. Aujourd'hui, il n'est pas démontré qu'on apprend mieux avec le numérique, le digital. Donc, ça reste à prouver. Aucune étude aujourd'hui ne nous dit que si on prend des groupes de tests, etc., les étudiants apprennent mieux. Alors, c'est notre cœur de métier. Je suis sûr que le chirurgien qui opère à distance, on peut dire qu'il est efficace, qu'il n'est pas efficace, etc. Voilà. Nous, il nous reste à démontrer. Nos organisations bougent. Nous nous adaptons, nous ouvrons de nouveaux publics, notre chaîne de valeur se bonifie, mais ce qui constitue notre cœur de métier, en fait, peine encore à tirer parti, en fait, de l'avancée de cet extraordinaire foisonnement de ressources et de potentiel. Or, en fait, nous savons très bien que nous produisons des données, nous produisons du savoir et qu'il y a un travail qui est à faire. Les machines existent, il y a un travail qui est à faire pour pouvoir, en fait, proposer à la fois aux familles qui nous confient leurs enfants, mais aussi à l'entreprise qui est notre client en aval, mais de dire concrètement qu'est-ce que nous avons fait. Et à partir de ça, de retracer des profils de réussite, des profils d'échec, des profils de rémédiation, des profils de renforcement. Parce que nous avons aujourd'hui, tout est disponible en fait. Et c'est l'ambition, moi, cette invitation que je voudrais, quand on parle de vision, etc. Oui, effectivement, l'idée n'est pas du tout de transformer nos organisations pour transformer nos organisations. À terme, il nous sera difficile de dire pourquoi le what for, pourquoi on le fait.
Parce que fondamentalement, ben, si on peut enseigner aussi bien qu'à ce sens-là, à quoi bon tout ça? Par contre, si en plus de tout cela, nous pouvons démontrer qu'un étudiant qui rentre dans un schéma où en fait le digital, l'hybride joue à fond, joue de manière pertinente et que nous l'utilisons de manière pertinente, avant, pendant qu'il est chez nous et après qu'il soit diplômé, c'est-à-dire que ce qu'il fait en entreprise, son évolution de carrière, etc., nous sommes en mesure de reparler à l'ensemble de nos stakeholders, de nos parties prenantes, ben, sur la part de notre contribution dans la réussite en fait, des étudiants qui étaient arrivés chez nous justement pour réussir et que ce n'est pas parce qu'ils ont du talent spontanément. Etc. Donc, nous avons une manière d'objectiver notre travail et de donner à voir par des exemples concrets, mesurés par une métrique sur notre pédagogie, son efficacité, sa pertinence, et puis aussi de corriger, de nous amender. Il y a des pitfalls aussi. On a souvent aussi des, comme ça, vous avez dit des gaps, mais on a aussi des gaps. Aujourd'hui, je prends et je finirai avec ça. Vous prenez l'alternance qui se développe. C'est heureux parce qu'en France, nous sommes quasiment le seul pays au monde où on peut quasiment aujourd'hui faire des études supérieures sans bourse déliée. Mais en fait, qui rentre en alternance renonce à l'international. Il y a des efforts qui sont faits, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le digital pourrait nous permettre de pallier cette insuffisance parce qu'en fait, on peut assister à un programme, à un séminaire de 24 heures, 36 heures, 48 heures avec les États-Unis, sur son temps de travail, hors de son temps de travail, sur son temps école, etc. Et on a des variations, on peut faire des possibilités. Internationalization at home ne signifie rien d'autre que, en fait, ceux qui n'ont pas eu la possibilité, et on l'a testé avec le Covid, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de partir peuvent, en fait, avoir une expérience internationale parce qu'ils vont être évalués au même titre que ceux qui sont en présentiel. Ils vont être en interaction avec ceux qui sont en présentiel. En fait, leur manière de penser va aussi s'ajuster avec la manière de penser de la classe qu'ils rejoignent, que ce soit à Tahiti, que ce soit à Hong Kong ou que ce soit à Santiago. Ils vont devoir s'ajuster la manière de prendre la parole et aussi de se comporter. Et donc, nous sommes bien dans une classe. Elle est virtuelle, mais nous sommes dans une classe. Voilà. Donc, quelque chose comme le TEC de Monterrey diffuse sur l'ensemble de l'Amérique latine. Je ne sais pas si je vais citer l'exemple de cette institution, mais voilà, vous avez une grande institution comme celle-ci qui diffuse sur un continent en entier et depuis des années, et quand bien même les gens ont une identité de leur programme, de leur école, mais ils ont aussi accès à des formations de très haut niveau auxquelles ils ne pourraient pas accéder si simplement il suffisait de l'offre dans leur pays. Alors aujourd'hui, les choses sont ouvertes, quasiment nos chakras sont quasiment ouverts. J'inviterai aussi les établissements un peu à emprunter la voie parce qu'en fait, il y a énormément de potentiel de performance dans ces aventures. Merci beaucoup. Madame Lavenant, est-ce que vous avez juste un dernier mot à rajouter avant qu'on termine la discussion? Oui, très rapidement, parce qu'en fait, ça me faisait penser, ce que vous partagez, Monsieur Mbaye, ça me faisait penser à une étude qu'on va publier en septembre qui s'appelle le rapport de l'étudiant connecté et sur lequel on essaie de voir justement d'évaluer est-ce que la technologie avait cette influence positive sur l'expérience étudiante? Et pour l'instant, je ne peux pas la partager parce qu'on est encore en rédaction, mais le premier readout qu'on a pu avoir montrait cette relation positive entre des étudiants qui avaient eu des services technologiques, digitaux, et peut-être, nous, on n'a pas regardé spécifiquement dans l'univers de la classe, mais plus dans tout ce qui est accompagnement annexe pour aider les étudiants, mais on pouvait voir cette relation très nette et précise entre les étudiants qui réussissaient, qui étaient fiers de leur université, qui devenaient des ambassadeurs et qui avaient eu cette expérience facilitée grâce à la technologie. Et au contraire, c'était ces détraqueurs, on va dire, ou ces étudiants qui avaient une expérience moins bonne de leur université et où il y avait eu des défauts ou des difficultés d'accès à différents services et justement où les services digitaux étaient pas là. Alors bien sûr, c'est l'apprentissage, l'éducation, la pédagogie et tout l'accompagnement annexe sont deux sphères bien distinctes, bien qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elles aussi elles fusent et c'est pas simplement avoir
des professeurs incroyables. Le fait d'avoir des professeurs incroyables ne va pas être la seule variable qui va assurer que l'étudiant va avoir ce sentiment d'appartenance et va potentiellement réussir après ses études, même si le cursus et l'apprentissage a été significatif. Il y a aussi tout un essai, et vous avez touché ce point, l'expérience internationale, la connexion avec le monde des employés, qui se passe hors de la classe, bien souvent qui va avoir lieu hors ou de la classe historique, je devrais dire, la classe originelle, comme on la connaît ou comme on l'a connue jusqu'ici. Donc c'était, je vous partagerai le document dès qu'il sera disponible. On a simplement des observations initiales aujourd'hui et par rapport aux interviews, mais j'ai eu le readout il y a juste une semaine et c'était assez impressionnant. On voyait par exemple que par exemple l'intégration des étudiants qui avait été facilitée avec les outils digitaux était 35 fois plus sujette de créer des expériences universitaires réussies. Et je traduis de l'anglais, donc désolée pour la traduction un peu bancale, mais l'expérience des outils digitaux était clé pour favoriser ce sentiment d'appartenance initiale clé et potentiellement la réussite future et ce sentiment de satisfaction par rapport à leur parcours. Et je m'arrête là, mais c'est un point oui, essentiel, définir des métriques, pouvoir les suivre et pouvoir évaluer cette corrélation nette entre les outils et les résultats. Parfait, merci beaucoup à tous pour être venus aujourd'hui. Ceci nous amène à la fin de nos discussions. Et je vous remercie pour avoir participé. Je vous rappelle qu'il y aura un enregistrement à la demande et un article de synthèse qui verra publié très bientôt sur le site du Times Higher Education. Et j'espère de pouvoir dialoguer avec vous lors de futurs événements à Times Higher Education. Donc merci beaucoup et une très bonne journée.